Bonsoir, good evening und guten Abend, ganz herzlich willkommen im Goethe-Institut zu dieser Veranstaltung heute Abend. Eine gemeinsame Veranstaltung von UNIC. Sie sehen es hier, der Zusammenschluss der europäischen Kulturinstitute, European Union National Institutes of Culture. Und heute besonders machen die Veranstaltung gemeinsam das Institut Français, das Istituto Italiano di Cultura und das Goethe-Institut. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية هنا في معهد جوته للمحادثة المنظمة بشكل مشترك من شبكة يونيك. هي شبكة المعاهد الثقافية الأوروبية الموجودة في مصر. الشبكة دي بتشتغل بالعالم كله، بس عندنا كمان شبكة محلية بمصر، وبنجتمع ونفكر ببرامج مع بعض. والمحادثة دي يعني عم ننظمها مع بعض المعاهد الثقافية الأوروبية موجودة بمصر باسم شبكة يونيك. النهارده بشكل خاص يعني اشتغلنا مع بعض المعهد الفرنسي، الانستيتوت فرنسي، المعهد الايطالي والمعهد جوته انستيتوت. الفكره بننظم محادثات، سلسله من المحادثات باسم ارتس توك. النهارده بننظم المحادثه الاولى من السلسله دي حول موضوع استخدام الفراغ المكاني بسياق الفني. السلسلة هتكون كمان يكون في 5 محادثات أخرى. هتلاقوا البرنامج برا كمان عن الفكرة الأوروبية بشكل أعمق. عشان كده قررنا إنه ننظم المحادثات بأماكن مختلفة. يعني دي محادثة المعهد الإيطالي والمعهد الفرنسي عم نعملها هنا في معهد جوته. إحنا مثلا معهد جوته مع ضيفة من ألمانيا هنكون موجودين بالمعهد الإيطالي إلى آخره. يعني دي فعلا نوصلكم فكرة البرنامج كله، ونتمنى كمان نشوفكم بالمحادثات الأخرى. النهارده عندنا ضيوف كثيرة كما ترون على المشهد. احنا فعلا مبسوطين بوجودكم. أنا مش عايزة آخذ أكثر من وقتكم. المدير الجلسة هيكون ساندرو كابيلي من المعهد الإيطالي، وهو كمان هيقدم المحادثين الأخرى. وإحنا بس طلع بشوفكم كمان بعد المحادثة هيكون في استقبال صغير برا، ونتمنى لكم مناقشة ممتعة. شكرا. Merci, c'est tout le monde d'être venu ici. Moi, je laisse vite la parole aux invités en leur demandant de se présenter pour aller jusqu'au du sujet qui est l'utilisation de l'espace artistique. Je pense avec Merci, bonsoir. Je suis Franck Lamy, je suis chargé des expositions temporaires au MACVAL, qui est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, donc à côté de Paris, en France. Bonsoir, moi je m'appelle Anna-Catherine Scheier, je suis suisse et cette année j'habite à Madrid. Et sinon, j'habite plutôt à Paris, mais je voyage beaucoup. Et je travaille en film et photographie. Je suis Henri-Pierre Jeudi, sociologue au CNRS et écrivain. أنا عمر أبو بكر رسام شارع. أغلب الشغل اللي كنت بحاول أعمله في الشارع في آخر 5 سنين. أنا علي راشد، فنان تشكيلي، ممارس فني بقالي 20 سنة، وبشتغل على الشارع والمجتمع. Moi, c'est Stéphanie Ingarato, je dirige la galerie d'art contemporain Bachelabé ici au Cœur et je suis aussi présidente d'une association culturelle qui s'appelle Art del Bar, ça veut dire contre-terre. Salam, bonsoir à toutes et à tous. Bruno Corrèze, directeur de la culture de la ville de Dunkerque, qui se trouve sur la frontière belge, 70 km des côtes britanniques. voilà, pour commencer la discussion sur l'idée de l'espace artistique, je voulais commencer à donner la parole à Franck Lamy en tant que curateur et chargé de l'exposition temporaire du musée de la Val-de-Marne. Et si vous voulez nous raconter son expérience, ses points, même si
en disant, en voyant la unité du musée, ce que vous cherchez, c'est vraiment à franchir les limites de l'espace traditionnel du musée. Donc, mais de toute façon, vous avez un espace d'exposition qui reste dans les canaux que vous. Merci. Le McVal, c'est un musée extrêmement classique, avec des murs, avec une collection, avec une équipe, etc. Et effectivement, la question de l'espace, alors c'est au cœur de ma pratique finalement, et c'est un matériau que je vais utiliser en permanence, puisqu'une exposition, ce qui est mon boulot de faire des expositions, une exposition, c'est pas simplement des concepts, c'est pas simplement des œuvres, c'est avant tout, il me semble, des corps qui traversent des espaces, ou un espace qui est traversé par les corps. Du coup, la question même de l'espace et comment est-ce qu'on va travailler l'espace est vraiment au centre de la pratique, d'autant plus que les artistes, on le sait bien, depuis une cinquantaine d'années, font de l'espace lui-même une matière première. Donc c'est extrêmement important de s'interroger sur comment on construit un propos et surtout quel espace on va utiliser, c'est-à-dire est-ce qu'on va rester dans le cadre protégé du musée, est-ce qu'on va sortir du musée, est-ce qu'on va aller à l'hôpital par exemple. Enfin, il y a tout un tas on met en place tout un tas d'actions pour ne pas faire de l'accompagnement social, puisque c'est aussi une demande qu'on a très forte des politiques, dès qu'il y a un problème, il faut aller. C'est les artistes qui vont régler les choses. Nous, on essaye plutôt de faire venir les gens chez nous, parce que ça permet au fond, ça donne un cadre qui permet une plus grande liberté. Et de sortir du musée, ça pose un certain nombre de problématiques de sécurité, etc. On en parlera sûrement. Et du coup, c'est très complexe. Alors, quand on sort, c'est pour sortir en prison, par exemple. Puisqu'on a tout un tas d'actions avec Fresnes, qui est juste à côté, la prison de Fresnes, qui est une des plus grosses prisons de France, donc des gens qui peuvent, par essence, ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est nous qui allons vers eux. Voilà, donc on est toujours dans une dialectique comme ça, dans un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, mais on est plutôt très très centré chez nous, quoi, au fond. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Je vais continuer sur ces sujets, commencer par l'utilité de l'espace utilisé, l'espace culturel. On a la parole en tant que chargé de la politique culturelle de Dunkerque, et donc qui a une vision ample de toute la ville. C'est ça. Oui, donc effectivement, les collectivités françaises se sont dotées depuis notamment les années 90 de services culturels et de politiques, de stratégies culturelles, ce qu'elles ne connaissaient pas nécessairement avant et ce qui n'existe pas forcément dans tous les pays. Donc on a cette particularité. Et c'est vrai que pour nous, collectivités européennes, il y a aujourd'hui un enjeu fort sur le rapport à l'espace, qui est devenu aujourd'hui un espace qui parfois est déserté ou qui est un espace de tension. Parce que, avec la technologie, les évolutions sociologiques, aujourd'hui, ce qu'on a pu découvrir au Caire ou à Giza, des rues où il y a beaucoup d'interactions, dans beaucoup de villes européennes, en fait, ce rapport, cette rencontre naturelle, cette autoconstruction de la société ne se fait plus naturellement. Et donc on doit développer des politiques publiques pour permettre cette construction de la société, cette rencontre, ce partage. Et on appuie plus aujourd'hui sur un bouton pour permettre ce type de développement virtueux. Aujourd'hui, les infrastructures ne sont plus suffisantes. Il nous faut être particulièrement ingénieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des politiques culturelles et artistiques publiques permettant justement de transformer le rapport à l'espace public. Et alors c'est vrai que nous, à Dunkerque, depuis déjà les années 90, on a eu ce type d'expérience parce qu'on a beaucoup lié politique culturelle et politique de développement social. Jusqu'à développer ces dernières années
des programmes vraiment spécifiques pour faire intervenir des artistes dans l'espace public et permettre du coup un nouveau rapport avec le territoire, une nouvelle appropriation du territoire, avoir un espace sur lequel on peut travailler, on peut participer et du coup aussi devenir citoyen, voisin, voilà, des choses qui paraissent naturelles mais qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. Alors en faisant intervenir des artistes qui eux viennent avec un imaginaire qui est complètement libéré, un prisme qui est différent de celui de l'acteur public lambda, qui soit administrateur, qui soit ingénieur, et qui, par un travail sur le territoire et avec les habitants, peut amener petit à petit, par le travail artistique qui est mené, à des développements intéressants de reconstruction d'un territoire, d'une communauté, rendant une estime à ses habitants et créant voilà, un lien commun. Mais sans doute aura-t-on la possibilité d'expliciter ça un petit peu plus tard. Et Monsieur Jeudi, comment, en tant que sociologue, vous analysez ou considérez cette action artistique ou culturelle dans l'espace de la ville, de façon extérieure, en dehors du musée? Je pense que par exemple, on n'a qu'à partir de l'idée exprimée par un poète, j'entre dehors. Or, la création artistique, elle est une façon intimiste, c'est quand même une intimité de la création, d'envahir l'espace public. Je dis envahir parce que, contrairement à ce qu'on raconte des limites d'exposition, au contraire, on voit bien comment l'art envahit l'espace public. On est habitué à des distinctions plutôt de la sphère privée par rapport à la sphère publique. À partir du moment où l'intimité est engagée dans la sphère publique, on peut dire que c'est grâce aussi à la sphère publique elle-même que l'expression de l'intimité est favorisée. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a une antinomie entre privé et public, à tel point que, par exemple, privé, c'est signifié, l'espace privé est signifié par des pictogrammes d'interdiction, c'est délimité, territorialisé. Au contraire, l'intimité, elle est d'emblée publique. Mon visage, il est tout de suite projeté dans le public. Donc, l'idée exprimée dans j'entre dehors, c'est le problème justement du rapport entre le dedans et le dehors. Mais il y en a peut-être que l'investissement de l'intimité dans l'espace public, c'est une façon justement de mettre le dedans dehors. L'art, le street art par exemple, le street art ne se pose même pas la question d'une inscription territoriale muséographique. C'est la rue elle-même qui devient le lieu de l'expression artistique. C'est-à-dire que la rue elle-même, finalement, devient le support, avec les murs, devient le support justement de ce qu'on pourrait appeler non plus une intimité, mais une extimité, pour reprendre un concept de Jacques Lacan, donc du psychanalyste, à savoir qu'il y a une partie intime de soi qui est donnée aux autres dans l'espace public. Et c'est quand même un engagement de soi-même dans l'espace public. Or, aujourd'hui, il y a une survisibilité de l'art. Il y a plein d'espaces partout pour exposer. À la limite, quand on a fait une étude sur les artistes dans différentes villes du monde, on s'aperçoit que les espaces, par exemple les friches industrielles, sont reconvertibles, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ça veut dire que l'expansion de l'expression artistique dans l'espace public suppose en fait que l'idée que l'intimité est exportée, c'est une extimité. Et c'est ainsi que
que la création artistique peut, enfin pour certains de façon parfois péjorative, peut être un envahissement obsessionnel de l'espace public. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, bien sûr. À vous la parole, bien sûr. Et je voulais continuer ces chemins et en posant la question à partir de son expérience personnelle à Stéphane Ngara, qui est au Caire depuis 25 ans et donc qui gère une galerie, donc un espace finalement conventionnel d'exposition de l'art, mais justement localisé dans un contexte qui n'est pas européen ou qui n'est pas peut-être familier à nous sur le podium, mais donc ça va être intéressant de savoir votre expérience personnelle, ce qui peut être des projets pour le futur ou ce qui est votre rapport précis face à la vie du Caire. Je pense que je ne vais pas parler de mon expérience de galerie dans le sens que c'est une expérience quand même, comme Vincent justement disait, assez conventionnelle. Mais à travers cette expérience, donc une relation très étroite avec l'art, assez rapidement je me suis rendu compte que les contraintes qui arrivent du fait de gérer un espace peuvent être d'une façon ou d'une autre dépassées. Et j'ai commencé à penser à comment faire sortir l'art des murs de la galerie, comment essayer d'offrir cette possibilité de pouvoir jouir d'une expérience avec l'art à un public plus vaste. Et à partir de 2004, il y a toute une série de projets qui ont été faits en dehors de la galerie, toujours avec cette question, comment peut l'art, d'une façon ou d'une autre, intervenir dans l'espace, modifier l'espace, créer une perception différente de l'espace, et c'était ça un peu la ligne, le fil rouge qui a suivi toutes les expériences. On a commencé avec 3 projets. C'était le projet Nubar, un titre complexive, Nomad Urban Breaking Art, et dans des endroits très différents. C'était tout d'abord l'idée de reconstruire un appartement ancien, donc un appartement potentiellement riche et qui arrivait d'un passé luxueux, dans un endroit délabré, dans un appartement délabré. C'était Shara Nubar, donc la rue Nubar, et ça commençait de là. C'était un intérieur complètement spectaculaire et théâtral. Après, il y a eu 2 artistes qui ont travaillé dans l'espace d'un hôtel, qui mettaient sous lumière leur relation avec la ville. Et finalement, c'était le projet Munawarin, qui était un jeu de mots, parce que Munawarin en arabe signifie c'est les gens qui illuminent la place, donc les gens qui sont bien accueillis et bien acceptés. Mais Munawarin, c'est aussi les choses qui illuminent. Donc, c'était une exposition d'installations lumineuses, en partie à l'intérieur et en partie dans la rue. Donc, on essayait réellement d'occuper la rue. C'était au moment de Ramadan, et qui est un moment où les gens, déjà traditionnellement, utilisent les lumières pour faire des décorations dans la rue. Et donc, c'était dans cette période qui mettait encore plus en valeur l'idée. Après, j'essayais de chercher un espace public qui est fréquenté normalement par des gens qui n'ont rien à faire avec l'art. Et je trouvais le jardin de Hazard, donc le Hazard Park, qui m'a offert l'espace, donc un édifice, pour faire une exposition traditionnelle. Et en fait, le public qui va là-bas est le public des gens de tout le monde, donc qui vont là-bas avec leur famille le vendredi pour s'amuser, pour prendre l'air, pour faire du pique. Et donc, qui potentiellement auraient pu intéresser, mais qui, la plupart du temps, n'avaient vraiment jamais vu d'exposition. Ça a été assez sensationnel dans un sens. Pour en finir, le dernier projet, c'était une exposition collective, donc, que j'ai curée il y a 4 ans, et pour laquelle, donc c'est des artistes contemporains,
contemporain, des travaux commissionnés sur la perception du corps dans le contexte égyptien actuel. Et j'ai choisi un emplacement historique pour avoir le plus gros contraste entre le travail contemporain et la place elle-même, qui parfois mettait en valeur les choses, qui parfois aurait dû, parfois elle l'a fait, aurait dû aussi devenir quelque chose de très surprenant. Bon, là, je suis là, c'est ce soir, pour continuer, c'est-à-dire que à partir de là, je me suis rendu compte que même une goutte dans l'océan, mais ces interventions ont un sens. Pour moi, l'idée, c'est non seulement de faire sortir l'art des espaces déjà codifiés pour l'art, mais aussi de penser à l'espace comme un espace de visibilité. Donc, essayer d'offrir la possibilité d'un meilleur style de vie, de la possibilité justement de modifier les existences à travers l'art. Et là, je parlerai du prochain projet qui est le plus ambitieux. Quand on a abordé des projets spécifiques, ça peut être intéressant d'avoir les points de vue et l'expérience des artistes qui sont sur le podium. Et en commençant par exemple à Amar, qui fait de la ville, je pense, son atelier. Donc ça peut être intéressant de savoir ce qui est évidemment votre rapport avec la ville, mais aussi votre rapport avec l'espace de la création. Je veux dire, donc en tant que street artist, évidemment, votre atelier, ça devient la ville entière. Je ne sais pas où vous choisissez. Donc c'est vous de tourner multiple réponses. أعتقد أغلب الكلام اللي ممكن أكون أحب يعني يبقى ليه علاقة بالتنظير عن الموضوع اتقال أغلب في أهمية يعني فن الشارع أو خروج الفن للناس، بس أنا علاقتي بالقاهرة مرتبطة بآخر 4 سنين، مرتبطة أكتر بالأحداث اللي حصلت يعني في القاهرة. أنا عادة كان بقالي 16 سنة في الأقصر، درست الفن هناك وكنت تعينت زي معيد في الكلية. وكانت المشكلة يمكن من سنة 2004 و2005 إن كنت أنا ماليش أي علاقة بالسياسة يعني بشكل عام، لكن كنت دايما اللي بشوفه هي يعني الانفصال الكبير اللي ما بيحصل بين الفنانين أو اللي بيتكلموا عن الفن والحياة الطبيعية اللي الناس عايشاها. فكان في طبعا فصل كبير جدا، حتى الفنانين اللي كانوا بيحاولوا يجوا يزوروا الأقصر بيتعاملوا مع الموضوع إن هو مكان سياحي وبيشوفوه بنظرة شوية استشراقية يعني. من 2004 ابتديت اهتم اكتر بما يسمى بالفنانين التلقائيين او الشعبيين او اللي هم كانوا بيرسموا على اوجه البيوت، وابتديت اتتبع بعض الفنانين منهم والمتخصصين في رسم اللي هم يسمى بجداريات الحج، او بعد كده بيتم استخدامهم ان هم بيزينوا الصالونات او الدواوين او المقامات الصوفيه او ففي من 2004 2005 تقريبا ابتديت افهم ان علاقه علاقه اللي بيمارس الفن ده بالناس لازم تكون علاقه صريحه، وتحديدا انا بتكلم عن ظروف مصر تحديدا. يعني انا واضح جدا ان ظروف البلد في اخر 40 سنه منحدره تماما، الناس ذوقها تراجع بشكل مش مفهوم. احنا عشنا كل تشوه، يعني اللي اتولد في سني هو عاش كل المراحل اللي فيها تشوه. فبالتالي فكره ان انا بدرس فن او بدرس فن حتى في الاقصر كنت شايفها حتى داخل الكليه فكره مش مفهومه. يعني المفروض يعني بعد فتره معينه اروح اعمل معرض واعرضه وابتدي اتسارع يعني على مين اللي هيشتري اللوحات ومين اللي فالموضوع بيتحول طبعا في النهايه لتجاره، وهو مش مباشر خالص مع الناس. لما ابتديت اكتشف يعني مؤخرا يعني طبعا فنانين الحج او الفنانين الشعبيين موجودين في كل مكان ومختلطين اكتر وبيقدروا يحتلوا الاماكن المفتوحه وبيشتغلوا بشكل تلقائي جدا، وفي تفاعل عظيم مع الناس بينهم بدون اي تنظير وبدون اي كلام عن اهميه الفن ودور الفن وكل الكلام ده اللي احنا طبعا درسناه وكنا بنحاول نشارك في تدريسه.
كانت اشتغلت مع اكتر من 3 فنانين رسامين حاج، وابتديت اشوف تفاعلهم ازاي، يعني مثلا والمشاكل كمان اللي بتواجههم، لان حتى رسامين الحج دول بعد فتره هم بيشتغلوا بشكل موسمي، يعني بيشتغلوا في الفتره بتاعه الحج بس، وباقي الاوقات بيشتغلوا نقاشين، بيسافروا الكويت، بيسافروا السعوديه، وبيرجعوا بعد كده مفيش اي حاجه بيقدروا يعملوها. لكن لما ابتديت اتتبع الناس دي اكتشفت ان الناس ديت حتى لو راسم واجهه بيت من 40 سنه الناس بتحاول تحافظ عليها، وان هو رجع بعد 30 او 40 سنه الناس عارفاه هو مين، وفاكره الوقت اللي هو رسم فيه، والاشخاص الصغيره اللي كان بيرسمهم كبروا وبقوا مش عارف عندهم قد ايه، وبقى عندهم عيال وكذا، لسه محتفظين بعلاقتهم بالرسام اللي رسم اللحظه او سجل اللحظه ديت على الجدار بتاع البيت. هي دي علاقتي كانت بفن الشارع. لما قامت الثوره انا كنت شايف ان دي فرصه ان انا اتخلص يعني من كل المشاكل بتاعه الدراسه، سواء كنت درست فن او كنت بشارك في تدريسه، اتخلص من ده وابتدي اخرج في الشارع اتفاعل مع الناس مع اللي بيحصل. وانا بشوف ان هو ده المعنى الحقيقي بالنسبه لي، يعني هو ده المعنى يعني ايه فنان معاصر. فنان معاصر مش معناه ان هو بيعمل حاجات الناس مش فاهماها، فنان معاصر ان هو بيعاصر اللحظه اللي مجتمعه عايش فيها دلوقتي، وبيحاول ان هو يعمل اتصال معاه، بيحاول ان هو يسترجع معاه ذاكرته البصريه اللي النظام شوهها تماما، يحاول يعني يشارك معاه. فهو ده قناعتي بالموضوع. عشان كده ما عنديش تجارب ان انا ممكن اعرض في جاليري في مصر. يعني ده عملنا تجربه هايله جدا سنه 2013 وكان معايا هاني راشد، وهي كانت التجربه بتستهدف الناس اللي هم عمرهم ما هيروحوا الجاليري، الشباب بتوع الالتراس، الشباب بتوع الثوره، كل ده. يمكن وجودنا احنا كنا 4 فنانين شباب، كان هاني وانا وبنزير وحفناوي، هو اللي شجع الشباب نفسها ان هي تيجي تشوف العرض من النوع دوت مش موجود في جاليري. كان الوقت صعب جدا ان احنا نعرض في الشارع اللي احنا بنعمله، نوعيه العرض نفسها ما كانتش هتنفع تبقى في الشارع. اللي حصل ان احنا لقينا مجموعات ضخمه جدا من الشباب عمرها ما كانت هتفكر ان هي تروح في جاليري في الزمالك او في المهندسين او في طريق مصر اسكندريه الصحراء او في اي حته، يعني ما كانش، يعني هم مش هيقبلوا ده، مش هيقبلوا. وكانوا متفاعلين جدا مع اللي حصل، فتحنا لهم مساحه ان هو يكون في مشاركه، يكتبوا على الحيطان، يشربوا الحاجات، يستخدموا الحاجات نفسها اللي معموله. اعتقد ان هو دايما المشكله دايما تيجي لازم الفنان نفسه هو اللي يبتدي يعني يهاجم المساحه دي. انا مش شايف ان الفنان من دوره ان هو يبني طوب او ان هو يشارك في السياسه او كذا، لكن هو اللي دوره ان هو لازم يبقى مقدم شويه في وقت البلد محتاجه ده. واعتقد ان اغلب المؤسسات او المنظمات المفروض ان هي تساند ده، لكن مع لحد دلوقتي بقى لنا 5 سنين ده ما فيش فعلا رغبه حقيقيه من اي مؤسسات او منظمات بتتكلم عن الفن او بتتكلم عن دور الفن في المجتمع، وانه ازاي هيقدر يعالج المشاكل الكبيره اللي موجوده في المجتمع. عندهم فعلا رغبه حقيقيه ان هم يشاركوا ويساعدوا في ده ويزقوه لقدام. والنماذج كتير جدا، منها اللي كمل ومنها اللي يئس ومنها اللي سافر ومنها كذا. بس je vais donner la parole à Anne qui peut nous, même si confronter son expérience avec l'expérience d'Amar ou ajouter des conseils. Ouais, c'est complètement une autre histoire, mais peut-être c'est quand même assez proche ce que tu décris. À Berne, par exemple, c'est la capitale de la Suisse, il y a beaucoup de musées, il y a énormément de galeries. Et étrangement, c'est en Suisse et aussi en Allemagne, il y a un nouveau mouvement, maintenant c'est plus nouveau, qui s'est créé mais qui est très actif, et c'est toutes les off-space. Entre-temps, il y a des off-space, et en fait, c'est des espaces créés par des artistes. Ou des espaces qui, nous, moi j'ai participé à un espace qui ça a duré 1 an, et c'est très bien, parce que sinon ça s'épuise. C'était un petit kiosque qu'on a transformé en espace d'exposition. En fait, c'était une vitre, mais qui était... ça parlait plutôt du travail de l'artiste, et c'était vraiment en interaction avec les gens, parce qu'il y avait vernissage tous les jeudis. Et des fois, ça ne marchait pas, et des fois, ça marchait très bien. Et
c'est intéressant ce que tu décris parce que c'est presque à l'opposé. Quand il y a tellement une saturation, il y a à nouveau un besoin, je pense, des artistes de travailler avec quelque chose de... C'est effectivement dans des endroits, par exemple en Suisse, où j'ai vu la même chose à Berlin, ça s'épuise assez vite parce que c'est comme, par exemple, on fera une exposition de photos à Paris sur des bâches. À un moment donné, c'est tellement saturé d'images, la ville, que les gens ne peuvent plus faire la différence. Est-ce que c'est une pub ou est-ce que c'est une œuvre d'art? Il n'y a plus de surprise, plus d'échanges. Est-ce qu'on peut donner la parole à Hamid, se connectant sur la saturation des images que moi je connais, ton travail à partir de ces représentations humaines, des gens qui ont participé à la Révolution. Si tu peux nous donner ton exemple, ton expérience sur ces côtés, même de la création d'un espace public, d'une certaine façon, dans un espace qui devient le lieu de l'exposition de ton œuvre. وأنا بدأت أعمل فن سنة 94 وكانت مراحل يعني فيها تجريب أكتر. سنة في نفس اللحظة دي كنت موظف في التلفزيون في ماسبيرو وبدأت أهتم بالسياسة. ده كان سنة 96. بدأت جوه الإعلام المصري الحكومي وكنت بشوف السلبيات والتوجهات اللي كانت بتحصل وده شدني جدا وعملت معرض عن ماسبيرو سنة تقريبا 2003 أو 2005. وبعد كده قررت ان انا ابدا اشتغل على الشارع اكتر، انزل الشارع واشتغل على موضوعات عامه. الماسبيرو كان بالنسبه لي بشوفه بوجهه نظر مختلفه. الفنانين ما بيقدروش يخشوا الماسبيرو، انا كنت جوه البلاتوهات وكنت بشوف قد ايه الحاجات اللي كانت بتحصل، الفساد والتوجهات. لما نزلت الشارع بدات ارسم الناس اللي في الشارع، بدات ارسم العساكر كنت عامل معرض في المشربية. وفي يوم الافتتاح كلموا ستيفانيا وقالوا لها يعني ازاي تحطي على صورة عسكري على الانفيتيشن وما ينفعش. واعتقد ان هم لما عرفوا انها اجنبية يعني ما حاولوش ان هم يتعاملوا معاها. وبالليل لما روحت كلموني وكان في مقابلة تاني يوم في لازوغلي، قعدوا يقولوا لي مالكش دعوة ما ترسمش عساكر وخليك بعيد، مع اني انا بشتغل جوه الجاليريات يعني انا مش في الشارع يعني. والفتره دي قعدت بقى من فتره من حوالي 2008 لحد من 2007 لحد 2010 بعمل فن ساخر سياسي بس على الشرق الاوسط وعلى امريكا اكتر. وبعد ما بدايه الثوره كنت طبعا اوائل الناس اللي نزلت ان انا عندي مشاكل في حريه التعبير وان انا عاوز اتكلم عن بلدي والسلبيات اللي بتحصل فيها. وبدات عملت اول معرض هديت كل المرحله الثلاث سنين اللي انا كنت بعمل عليها الشغل بتاع الشرق الاوسط. وقلت ان انا هبدا ارجع تاني اشتغل على مصر. وعملت اول معرض في وقت الثوره كان البوستر كله عساكر. هو كان القديم كان عسكري واحد، انا عملت اكتر من 20 عسكري في البوستر اللي هو يعني بحاول اعوض الكبت اللي عندي يعني. وانا كنت طول الوقت مبسوط جدا. انا كنت بحذف طوب وكنت بحرض الناس على ان هم يولعوا ماسبيرو يعني. كان عندي يعني كنت شايف ده الحل يعني. بعد كده موضوع الجرافيتي بدات اركز فيه. موضوع الجرافيتي ده كان بالنسبه لي مهم جدا. انا كنت عاوز اتكلم على الفتره بتاعت 2004 دي 2006. بدات اعمل اشخاص صغيرين اللي هو المعرض اللي هو كان فيه مشكله بتاعت العساكر. كنت عامل عساكر خشب الناس في الشارع، كان كل المجتمع باحجام صغيره عشان الناس تشوفهم بشكل صغير، بشكل عامل زي النمل زي الزحمه ما اعرفش. المهم لما قامت الثوره بدات اجمع كل الجرافيتي، صور جرافيتي مش عارف ليه بجمع كل اي جرافيتي حد يعمل جرافيتي اعمل له اد على الفيسبوك ومن غير ما افضل اخد من غير ما يعرف. بعد كده موضوع بدات اقول ايه، انا عاوز اعمل متحف الثوره. وفعلا بدات اعمل حيطان اسمنت صغيره جدا
واعمل عليها كل الجرافيتي بالظبط بالبروجيكتور بالستنسل بكل حاجه باحجام صغيره عشان اقول ده متحف الثوره، عشان لما نخلص الثوره والبلد تبقى بتاعتنا نبدا نعمل متاحف نجيب فيها كل الحاجات اللي استخدمت الشعارات والقنابل المسيله وكده. وبعد كده عملت انستليشن ضخم جدا عرضته في بولونيا اخر حاجه، وكان قبلها في بيروت. وكانت فكره كويسه ان انا حاولت ان انا انقل الشارع من مصر لبره. يعني انا مش بشتغل في الشارع، بس انا باخد الشارع على الشارع. كان المعرض ده مهم جدا لان انا كان معايا معظم الفنانين منهم عمار اللي هو الاصلي اللي كان الحيطان بتاعته. فلما جيت قلت له تعالى انا عامل حيطان، فجي لقى شغله على حيطان صغيره. فده كان مبهر جدا. يعني انا بقول له طب انا ارسم لي العين عشان مش عارف انت رسمتها ازاي. عمار دلوقتي بيقول لي انا دلوقتي رحت امبارح لقيت الحيطان مرميه على الارض فافتكرتك انت كنت بتتنبأ. انا كنتش بتنبأ، انا قلت هيدينوها، بس ان هم يكسروا الحيطه زي اللي انا عملته فدي حاجه كويسه. يعني شايفها يعني كنت بقى عندي تنبؤ يعني. هي نفس الفكره لان هي على قطع اسمنت بالظبط، وتقريبا اللي تهدي نفس الحجم حتى يعني نفس الحجم بالظبط. يعني انا بتكلم عكس اللي انتوا بتقولوه ان الفنانين ينزلوا الشارع. انا كنت باخد الشارع واحطه جوه الجاليري. والتجربه اللي عمار اتكلم عليها بتاعت المعرض دي اللي هو احنا خلينا الناس اللي في الشارع، الناس العاديه اللي كانوا بيقوموا بالثوره واللي كان ليه جرافيتي كلهم جم عاوزين يشوفوا الفنانين بيعملوا ايه. يعني ده جزء، والجزء الثاني الناس العاديه ان احنا لقينا فعلا اليوم كان بيجي 100 شاب من الشارع بيشوفوا الفنانين دول عملوا ايه. فده جزء، والجزء الثاني الانستليشن ده انا عرضته كتير بره، فانا كنت بنقل الشارع من اوروبا واوريهم ازاي احنا عملنا ثوره زي بانوراما للشارع يعني. بس كده. Est-ce que le curateur ou les responsables de la culture de Dunkerque ou les sociologues ont des questions à poser aux artistes? À partir de ce qui sont racontés, justement. Dans le genre d'intervention qui vient d'être expliqué, ouais, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment, au fond, l'idée, au-delà de ce qui a été fait, ce serait qu'il y ait en permanence des investissements du dedans et du dehors, c'est-à-dire de ce qui concerne, en soi-disant, l'espace public, à tel point que l'espace public lui-même n'existerait plus. C'est-à-dire que le jeu d'intervention entre le dedans et le dehors ferait du dedans et du dehors une figure totalement réversible, de telle façon que l'espace public est anéanti. Mais avec une joie dans la jubilation, hein, pas dans la tristesse et la désolation. Mon impression, d'après ce que j'ai écouté, en plus, moi je suis dans une position très particulière parce que je suis italienne, mais je vis ici depuis 25 ans, ce qui fait que j'ai en même temps accès à une façon peut-être de penser ou d'approcher les choses qui est dans ma formation, dans ma culture originaire, et puis j'ai la possibilité de voir ce qui se passe ici et potentiellement d'intervenir ici. Alors, ce que je remarque, c'est que c'est incroyable à quel point la fracture est nette entre l'espace, donc les invités parlent, qui est un espace structuré, qui est un espace où on a la possibilité de faire des milliers d'interventions, mais qui sont toujours l'évolution de quelque chose qui existe déjà.
et donc qui est un espace d'une façon ou d'une autre garanti, ou au moins il me semble. Tandis qu'ici, on a affaire avec un espace duquel on se demande tout le temps quelle est sa nature. Moi, je peux parler plus spécifiquement de l'espace urbain, parce que c'est là où je vis, c'est là où si on me pose la question à quoi tu penses, comment tu penses au concept d'espace, au-delà de toute description philosophique ou théorie scientifique, je dirais c'est mon corps et ce qui l'entoure. Donc c'est mon positionnement dans un lieu. Et alors, par exemple, Amal parlait d'une réalité justement au sud de l'Égypte, où il y a une longue tradition de travaux publics, donc même s'ils sont faits dans une nature justement traditionnelle, donc qui a à faire avec l'expérience vécue, etc. Mais ma question est toujours comment essayer de se positionner au Caire, qui pour moi est un espace physiquement menacé. Tout simplement, c'est un espace qui est en train de se réduire de plus en plus, même si les Égyptiens ont cette incroyable force vitale et croient profondément dans leur vie sociale, à laquelle ils renonceraient pour aucun prix, et qu'ils gardent, ils résistent dans les cafés, et notamment plein d'activités. Mais la question se pose. Si on a la possibilité d'arriver en avion et que l'avion fait un tour avant d'atterrir au Caire, on voit une ville monochrome, il n'y a pas de verre, il y a juste le ruban du Nil qui la traverse, et on se demande, parfois on a même l'impression que ça pourrait être une ville fantôme, tout simplement, parce qu'on n'a pas l'impression d'un espace vital, malgré tout. Et ça, c'est sa constitution architecturale et urbanistique. Alors, moi je pense que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est comment récupérer la possibilité d'intervenir dans l'espace public qui est fortement senti et vécu par les gens, mais qui est systématiquement écrasé par une volonté politique de contrôle. Moi, je peux amener des dizaines d'exemples, mais un seul pour tous, c'est les nouvelles constructions. Donc, on laisse tomber le magnifique Caire de Crélivé ou d'autres constructions à Liberty, tout ce qu'il y avait comme beauté dans le temps. Mais tout ce qu'on construit, les nouvelles constructions, c'est tout simplement des blocs en ciment qui ne prévoient pas, systématiquement pas, des espaces publics. Parfois, il n'y a même pas l'espace pour qu'une voiture passe entre un bloc et l'autre, entre un édifice et l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet espace-là? Ça, c'est ma grande question. J'ai quand même une idée de comment faire, mais bon, peut-être quelqu'un d'autre peut. Peut-être qu'il y aura l'expérience de Dunkerque. J'imagine quand vous avez dit qu'il y a des actions, donner le pouvoir aux artistes comme de résoudre ou des problèmes de socialisation ou même urbanistiques d'une certaine façon. Peut-être que vous avez eu des expériences à raconter ou je sais pas, des cas problématiques qui ont changé d'aspect. Évidemment, la situation que vous décrivez, Stéphane Ducaire, est très différente de la situation que nous connaissons dans cette ville du nord de la France, où nous avons eu, nous, une tradition d'hyper-planification. On est une ville qui a été détruite à 90% pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y avait vraiment plus rien, et ensuite, il y a eu un plan urbanistique extrêmement novateur à l'époque, qui a voulu créer des espaces extrêmement verts, aérés, avec une bonne circulation. Simplement, voilà, ce sont des planificateurs qui sont arrivés, qui ont monté le décor, et la population ne s'est pas forcément appropriée. Et on a gardé, dans cette logique d'après-guerre, on va dire une dynamique d'aménagement. Ça, c'est vraiment aussi très, très européen, très français. Et le problème que vous décrivez, finalement, enfin, nous amène, même s'il est très différent, même difficulté. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'il y a eu de la spéculation, peut-être pas un respect des
des normes qui existaient dans le droit de l'urbanisme égyptien et qui a conduit du coup à nier les espaces publics. Et la situation à Dunkerque a été de vouloir vraiment aménager abondamment et rationnellement les espaces, mais en oubliant qu'à l'intérieur de ces espaces, il y allait devoir avoir de la vie spontanée. Et donc, c'est là où nous, on a essayé de mettre en place depuis la fin des années 2000 un département, une mission, qui est spécialisée sur la relation entre art et l'espace public. Et de se dire, voilà, il ne faut pas laisser le terrain uniquement aux administrateurs et aux aménageurs, mais il faut pouvoir créer sur le territoire des processus qui permettront de voir la ville autrement. Et donc on a voilà, breveté, je dirais, un système d'études par des artistes, c'est-à-dire que l'on confie non pas à un consultant, à un privé ou à un ingénieur public un projet de développement urbain, mais on le confie à un artiste. Parce qu'on mise sur sa capacité à être imaginatif, à être créatif, à rentrer en contact avec les différentes parties prenantes, qui soient d'ailleurs habitants, mais aussi acteurs du territoire, pour essayer de se reposer les questions autrement par rapport à un espace donné. Et on a mis l'accent sur une problématique que l'on a à Dunkerque, qui est celle des canaux, qui sont, on est dans un pays de polder, comme les Pays-Bas, et en fait les canaux étaient devenus des égouts, en tout cas des espaces qui n'étaient pas très vivants, des lieux de rupture. Et donc on a demandé donc des espaces aussi de relégation sociale. Et donc on a demandé à plusieurs artistes d'intervenir justement en priorité sur ces espaces pour tenter avec les habitants et les parties prenantes de réinventer voilà, une nouvelle image, parfois une nouvelle poésie de ces espaces. Alors ce sont des petites expériences, mais avec lesquelles on espère qu'effectivement, à un moment donné, on va bouger, on va changer les choses. Alors est-ce que cette expérience est transposable au Caire? Sans doute, mais de manière différente, j'imagine. في تجربة بتحصل حاليا، وهو الفنان التونسي السيد. هو جه حاليا في مصر، بيشتغل في منطقة الزبالين، في المنطقة اللي هي موجودة اسمها منشية ناصر. بيصنع تجربة هو طبعا عاملها بشكل فردي، يعني هو بيحاول يشتغل كفنان، بيعمل معارض، بيحاول ان هو يكسب من المعارض دي، وبعد كده بياخد جزء من الفلوس دي وبيبتدي يعمل بيها مشاريع خاصة بيه هو. أكبر مشروع تقريبا هو بيعمله في تاريخه دلوقتي هو المشروع اللي بيعمله في القاهرة في قرية الزبالين، المفروض يخلص بكرة المشروع. هو بيستهدف ان هو يشتغل على كل البيوت العشوائية تماما اللي مبنية على الجبل بالشكل المشوه بتاعها ده، ولكن هو بيحاول يضيف ليها رؤية جديدة من خلال فكرة الاربن ارت، يعني ان هو بيحط عليها تشكيل ضخم جدا، والمفروض ان هي تخلص يوم السبت. اعتقد ان هي حاجة ان هي تحصل في القاهرة زي كده حاجة، انا عن نفسي يعني سعيد ان هو يختار القاهرة، ان هي تكون بيختار اكتر مكان ممكن الناس حتى من اسمه تفهم ان هو مكان مشوه، او ان هو مكان اللي هو الزبالين، وان هو يختار ان ده يكون الارت وورك بتاعه يكون هناك. اعتقد ان هي مثال حي ممكن يكون بيحصل حالا، ان الناس ممكن تحتذي بيه، يعني او مجموعه الفنانين ممكن نشتغل بنفس الطريقه، ودي فيها حل كبير جدا لكل التشويه العمراني اللي موجود في مصر. ما اعتقدش ان في حل اسهل من الاربن ارت ممكن يشارك في حل مشكله التشويه العمراني اللي موجوده في مصر. بس cette solution, c'est une solution spontanée, acceptée, ou c'est quoi la réaction à la fin?
فعل الناس يكفي ان هم سابوه ان هو يقوم بكل المشروع لوحده. يعني طبعا هو ازاي بتتواصل مع الاماكن اللي موجوده هناك اللي فيها، يعني مثلا هو تواصل اكيد مع الدير اللي موجود هناك في الزبالين، ده رقم واحد. ابتدى ياخد موافقه من الدير نفسه، لان هو موافقه الدير وموافقه هي حاجه مهمه جدا عشان المشروع يتم. وهو لجأ لده بدون ما يلجأ تماما لتصاريح البوليس وتصاريح المحافظه والبلديه والحاجات دي كلها. فاعتقد ان هو يعني رد فعل الناس ان هم يسيبوه يعمل ده، هو ده اكتر حاجه ايجابيه، ان هم ادوا له المساحه ان هو يعمل كده اوريدي يعني. فاكيد هم مبسوطين في حاجات زي كده بتحصل. على فكرة دي مش أول مرة بتحصل تجربة زي كده، بمعنى أكيد أنت سمعت برضه كنت صغير، بس في آخر التسعينات كان في تجربة كوموراب، يعني أنت عارف يعني كان في مجموعة فنانين فعلا بهدف Non, je continue en français, là, je ne sais pas pourquoi je parle rapidement. Mais non, je disais, il y a eu un groupe d'artistes à la fin des années 90 qui a créé un projet qui s'appelle les Komrorab, donc dans le quartier de Komrorab, qui est près de Marseille-la-Lima, donc du Vieux-Caire. Et c'était un travail de 2 ans, mais avec la communauté. Donc la communauté participait et pas seulement acceptait ce qui s'est passé, mais était aussi impliquée dans ce qu'ils voulaient voir. Donc c'était un projet de peinture sur façade. Donc comme ce quartier se jette sur une rue principale avec beaucoup de trafic, les peintures auraient été visibles de cette rue. Et donc le travail a été avec la communauté. Donc ça, je pense que c'est une très bonne idée, enfin c'est le service tunisien, mais en même temps, moi je suis de l'avis qu'il faudrait plutôt concerner la communauté. Ça, je pense que c'est un point assez important. Je dis ça parce que justement, le quartier des Abalines, c'est un quartier qu'on fréquente ces temps-là pour notre projet, ce qu'on vient de commencer, qui est un projet d'art public. C'est une tentative, c'est un défi, c'est l'idée d'accepter un défi, justement d'avoir des possibilités d'installer de façon permanente, parce que c'est ça aussi le problème. L'art public, c'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais avec quel destin? Les graffitis, tout a été effacé, justement les choses traditionnelles continuent, mais tout ce qui est art public commissionné par une institution, ici, c'est quelque chose assez tragique. C'est soit la vieille façon de concevoir un monument en bronze, donc commémoratif d'un personnage n'importe lequel, c'est soit des interventions complètement en dehors de toute logique, de tout lien avec le territoire. Par exemple, je me rappelle il y a quelques années, il y avait des immenses vases en plein Tahrir, enfin en face du musée, complètement parsemés de mosaïques. Et on s'est demandé, mais à quoi ça tient? Justement, ça, c'était probablement le frère ou cousin de quelqu'un qui avait réalisé le travail. Mais bon, au-delà de tout ça, je disais justement, on a cette idée de créer une plateforme de création, donc des travaux publics qui puissent être acceptés, donc avec la grande question comment les autorités vont réagir à cette proposition, mais les travaux faits à partir des matériaux recyclés. Donc une espèce de combine un peu utopistique entre 2 éléments qui sont vraiment aux 2 bouts d'une échelle de valeur. Donc il y a les matériaux qui ont été jetés par les gens, donc qui ont valeur 0, qui vont devenir des travaux. Comme tout le monde connaît, l'art contemporain, ça peut toucher des sons, mais vrais
invraisemblable et complètement hors de toute logique. Donc cette combinaison qui aussi remet en valeur les matériaux, parce que qui dit que le bronze a plus de valeur esthétique d'une jerrycan fuchsia qu'on voit dans la rue et qui fait soudain voir qu'il y a cette rue et que c'est à côté de quelque chose qu'on n'avait pas remarqué avant. Donc c'est un peu ça la logique, et aussi une logique des matériaux qui, bien sûr l'art contemporain a plein d'exemples, mais je veux dire dans ce cas spécifique qui ne sont pas destinés à commémorer quelque chose, à suivre le sens ou à désirer une durée, mais qui sont des matériaux éphémères, qui sont plutôt liés à une dynamique de l'existence, à une rapidité de changement qui se passe. Donc il y a aussi, je pense, une valeur assez symbolique. Après, comment occuper les espaces, ça va être encore une immense question. Là, par exemple, on est en train de demander déjà pour avoir la possibilité de faire travailler les artistes sur des espaces qui existent, donc pas jeter la proposition dans le vide, donc avec des institutions qui mettent à disposition leurs espaces qui sont des espaces de passage, donc entre l'institution elle-même et la rue. Et aussi, on a des propositions justement pour la municipalité et tout ça. Et ça, c'est encore à venir. نعلق بس على كوم غراب برضو عشان نتكلم برضو على السلطة، لازم نتكلم برضو على الشعب برضو يعني. فكان في واقعتين حصلوا. الواقعة الأولية كان احنا كنا بنلون البيوت، فاحنا كنا بنسيب الألوان عشان تاني يوم نكمل. ما كنا بنلاقي الألوان دي كانوا بياخدوها، وكانوا بياخدوها مش عشان يلونوا بيها، كانوا بيبيعوها، دي كانوا محتاجين ياكلوا. الحاجة التانية كان في بابين، واحد ألوان مختلفة، وده قال له الباب بتاعك أحسن من الباب بتاعي، مسكوا في بعض، راح واحد جايب طوبة وفتح دماغه. اللي أنا عاوز أقوله برضو الناس دي كان ما عندهمش صرف صحي وحمامات مشتركة، وأنا شايف الموضوع برضو لازم يبقى في أكل الأول عشان يبقى في جماليات، أو يبقوا الاثنين يكملوا بعض. أعتقد إن الفنانين محتاجين أكتر يفهموا الحي والناس دي عاوزة إيه. لو احنا رحنا المكان دلوقتي كوم غراب، هو الحاجة الوحيدة اللي فضلت، الحاجات اللي في ناس كانت عاملة سيراميك لازقاه على الحيطة، هي دي اللي فضلت. يعني كان في حد عامل رسم أم كلثوم على حيطة دور اتمسحت برضه. أعتقد إنه كان في إشكالية في الموضوع ده، التشخيص ومش ده حلال ولا حرام. أعتقد إنه يعني محتاجين الفنانين أكتر يفهموا الناس دي بتحب إيه، ولازم يبقى في جزء ليه علاقة يعني زي هما ان هما يبقوا على الاقل يبقى عندهم الاحتياجات الاساسيه بيعملوها. ما ينفعش حد يبقى تجيب له هدوم وهو عنده مرض بيوجعه من جوه. فانا بشوف انه لازم يبقى في تعاون فني وانساني برضه. Ça c'est un point fondamental. Donc, justement, l'expérience qu'a racontée Stéphane, on peut la résumer en disant que vous allez dans votre projet vider comme un espace des ordures ou le revitaliser d'une façon tout à fait différente. Et je voulais savoir de la part d'Anne qui a travaillé en Cambodge, donc qui s'est posée même comme formatrice cette question des besoins des gens, de l'artiste qui face aux besoins des gens et qui se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, c'est une bonne question. En Cambodge, ce que j'ai fait, c'est un documentaire sur un bidonville que j'ai su comme ça. Il faut vraiment se poser la question chaque fois, mais je vais là-bas comme une petite Suissesse et je prends les images, je regarde
qu'est-ce que je donne aux gens. Et je pense que c'est une question très importante. C'est la même chose que je développe maintenant à Madrid. À Madrid, il y a une rue qui s'appelle Cañada Real, et c'est un vieux chemin qui était le chemin royal pour les moutons, en fait, une longue rue qui fait 14 km, et ça se termine, ou non, il faut dire l'inverse, ça commence en ville et ça se termine avec la grande décharge de Madrid. Et en fait, c'est un grand bidonville, c'est un des plus grands en Europe. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vais vers des sujets comme ça. Et ce que j'essaie de faire dans cet endroit, j'ai vu que sur Google, il n'y a pas de Street View, ce qui est très symbolique parce que c'est une réalité très dure. Quand on travaille sur des sujets comme ça, on se rend compte que pour le gouvernement ou les gens au pouvoir, les êtres humains, ils n'ont pas tous la même valeur. Donc le fait qu'il n'y ait pas de Street View, c'est assez symbolique, je suis en train de les faire. Mais à nouveau, c'est une grande question. Forcément, on ne peut pas faire ce genre de projet si on n'est pas en contact avec les gens. Mais après, qu'est-ce que je leur rends? Qu'est-ce que je... Pardon, juste, tu viens de le dire, tu leur donnes de la visibilité, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, il y a bien sûr les besoins premiers, se nourrir, etc. Bien évidemment, bien sûr. Mais avec tout ça, il y a aussi la visibilité. La visibilité, c'est aussi question de fierté, mais aussi une manière de rendre les choses claires. Oui,